Donc on passe à la prochaine communication. Docteur Béatrice Desnoux de Marseille, du centre Polyhandicap Rare, qui va nous parler de neurobiomarqueurs dans la prédiction multimodale du développement neuromoteur de nouveau-nés porteurs de malformations cardiaques. Merci Fabrice. Merci, je remercie le comité organisateur de nous permettre aujourd'hui de partager avec vous les travaux qu'on réalise auprès des enfants avec malformations cardiaques. Alors ces malformations cardiaques, elles sont fréquentes, elles concernent 1% des naissances vivantes, mais nous on va s'intéresser aux enfants porteurs de malformations cardiaques congénitales complexes. Donc ce sont des malformations qui vont nécessiter une chirurgie au cours des premiers mois de vie, notamment la transposition des gros vaisseaux, donc vous connaissez, qui est la cardiopathie complexe la plus fréquente, qui est à peu près, qui concerne 2 à 3 nouveau-nés pour 10 000 naissances, donc qui constitue réellement une maladie rare. Et ces dernières années, malgré les progrès de la chirurgie cardiaque, de la prise en soins réanimatoire, qui a mené plus de 90% de tous ces enfants à l'âge adulte, eh bien, on note une stabilité extrême de l'incidence des troubles du neurodéveloppement chez ces enfants, avec plus d'un enfant sur 2 qui va présenter une atteinte neurodéveloppementale. Alors, l'impact de la cardiopathie sur le neurodéveloppement, elle démarre dès la vie fœtale, puisque en condition de cardiopathie, on va observer une diminution du débit sanguin cérébral, un apport sanguin qui va être affaibli en oxygène et qui va induire dès le 3e trimestre un ralentissement de la croissance cérébrale. On voit ici qu'il va vraiment concerner l'ensemble de l'encéphale. Va s'ajouter également un ralentissement de la maturation qui va aboutir à une réelle situation de dysmaturité cérébrale. On observe une souffrance des oligodendrocytes immatures et on le voit ici sur des IRM cérébrales fétales, néonatales, on a vraiment une fraction d'anisotropie qui est réduite chez ces nouveau-nés cardiopathes en comparaison avec des nouveau-nés à terme. Dans cette condition de vulnérabilité, on observe une émergence de lésions de la substance blanche qui sont totalement comparables aux lésions qu'on observe chez les nouveau-nés prématurés et modérés. Et au cours des dernières années, on a observé une réduction vraiment de ces lésions de la substance blanche grâce à effectivement l'augmentation du diagnostic prénatal, des manœuvres chirurgicales qui sont moins réalisées, le Rashkin qui était vraiment pourvoyeur d'AVC cardio-embolique, et une amélioration du monitoring tensionnel. On utilise beaucoup plus d'inotropes, donc on a bien moins de marqueurs visuels. Nos IRM cérébrales sont de plus en plus normales, et quand bien même l'atteinte neurodéveloppementale est extrêmement reste stable, donc il y a une vraie atteinte microstructurelle persistante au niveau central. Donc vous l'aurez compris, l'ensemble de ces mécanismes va impacter le développement, le neurodéveloppement fœtal au niveau moléculaire, cellulaire, donc dès l'anténatal. Mais cette cardiopathie, elle va également impacter très fortement le développement en postnatal, et ce très précocement, puisque ce neurodéveloppement, il est extrêmement connecté à l'environnement en postnatal. Il va être dépendant des expériences du nouveau-né, des expériences motrices, auditives, affectives, des interactions sociales. Et vous imaginez combien un nouveau-né en condition déjà de cardiopathie décompensée, mais également en milieu réanimatoire, avec une chirurgie à cœur ouvert les premières semaines de vie, puis un séjour très prolongé hospitalier, cette situation va impacter très précocement la trajectoire neurodéveloppementale de ces nouveau-nés, de ces enfants. Cette trajectoire, cette atteinte, elle va concerner l'ensemble du neurodéveloppement. C'est un continuum de retard qui va démarrer par une atteinte de la motricité globale, puis une atteinte de la motricité fine avec des tremblements fins des extrémités, des syncinésies qui vont vraiment impacter les performances de l'enfant. Également une forte proportion de retard de langage expressif avec effectivement des enfants qui vont être frustrés, que ça va impacter leur rendement académique et puis la communication avec leurs pairs et les adultes. Une forte proportion de troubles de déficit attentionnel avec hyperactivité. Plus de 50% de ces enfants avec un profil intellectuel normal vont vraiment, leur rendement académique va être très fortement impacté et leur vie par un TDAH très important. Également 2 fois plus de risques de TSA. Et ce qui émerge dans la littérature actuelle, c'est des comorbidités psychiatriques qui sont de plus en plus décrites, avec 4 fois plus de risques d'avoir un trouble anxio-dépressif,
dépressif, et ce qui va vraiment ressortir à l'âge adulte. Ce sont des jeunes adultes avec des difficultés d'inclusion sociale, de vie affective, avec voilà, une altération de la qualité de vie en lien avec ces troubles anxio-dépressifs. Donc notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie de ces enfants. Et donc il y a 2 stratégies. La première option est d'identifier des biomarqueurs neurodéveloppementaux, des biomarqueurs pronostiques précoces qui vont nous permettre d'identifier ceux qui sont le plus à risque d'avoir une déviation précoce de cette trajectoire, de dépister très précocement ces troubles du neurodéveloppement et de pouvoir proposer à ces nouveau-nés, ces nourrissons, ces enfants, ces futurs jeunes adultes, des programmes d'intervention précoce qui soient personnalisés, adaptés, afin de redresser cette trajectoire et d'améliorer leur pronostic neurodéveloppemental. Alors, de quels outils dispose-t-on pour justement essayer de détecter plus précocement ces troubles du neurodéveloppement ? Eh bien, on a d'ores et déjà beaucoup d'éléments. Alors, ces dernières années, il y a eu beaucoup d'identification de facteurs génétiques, mais finalement, ce sont des gènes du neurodéveloppement, donc il faut avoir un trouble du neurodéveloppement qui est déjà bien installé pour avoir identification de ce facteur. Également au niveau environnemental, il y a beaucoup de travaux émergents sur le stress parental, l'anxiété, et l'impact sur le neurodéveloppement des enfants. Les facteurs en lien intrinsèques à la chirurgie ont été largement étudiés. Je pense qu'on a donné beaucoup d'importance à ces facteurs-là et c'est en train vraiment d'être remis en question avec une place qui est moins prépondérante, on le verra. Des marqueurs électrographiques aussi, effectivement, la vitesse, la cinétique de récupération de rythmes normaux en post-opératoire, et puis de nombreux marqueurs d'imagerie, morphométriques, lésionnels. Et nous sommes intéressés à des neurobiomarqueurs, donc le NSE et le SMB. Le NSE est une protéine neuronale qui est cytoplasmique, qui va être relarguée en milieu extracellulaire en contexte de stress cellulaire, voire de souffrance neuronale et d'apoptose. Et nous avons également étudié le SMB, qui est plutôt une protéine qui, elle, va être relarguée en situation d'atteinte gliale, de rupture de la barrière hémato-encéphalique. Alors ces 2 neurobiomarqueurs, ils ont été largement étudiés en contexte de pronostic d'arrêt cardio-respiratoire ou d'encéphalopathie hypoxo-ischémique néonatale, de traumatisme crânien, mais absolument pas chez le nouveau-né, nourrisson avec cardiopathie. Et donc voilà, c'était l'objectif de cette étude que nous avons réalisée au sein de la clinique d'investigation neurocardiaque à Marseille. Donc c'était une étude prospective qui a permis de recruter 27 nouveau-nés porteurs de cardiopathie congénitale complexe qui avaient bénéficié d'une chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle. C'est très important puisqu'il y a ouverture du thorax et mise en place de ce circuit qui va avoir des conséquences inflammatoires très importantes au cours des 2 premiers mois de vie. Et donc, vous voyez ici la répartition des cardiopathies. Donc, on a une forte proportion de transposition des gros vaisseaux, avec plus de 70% des enfants recrutés qui étaient porteurs d'une transposition des gros vaisseaux. Ils ont tous bénéficié d'une IRM cérébrale postnatale, qui était, comme je vous le disais, subnormale, avec beaucoup d'hématomes sous-duraux, mais qui sont classiques en post-chirurgie, peu importants, des microblites, des petites lésions ischémiques, mais rien qui peut expliquer le profil neurodéveloppemental de nos patients. Et donc, nous avons dosé ces 2 neurobiomarqueurs, NSE et SMB, avant la chirurgie, en post-chirurgie immédiat et à J1, J3, J7 de la chirurgie. Et nous avons évalué ces enfants sur le plan neuromoteur à l'âge de 4 mois. Nous avons donc utilisé l'échelle de l'Alberta Infant Motor Scale, qui est une échelle de motricité fonctionnelle, qui est largement validée, que ce soit dans le champ de l'encéphalopathie hypoxo-ischémique ou de la prématurité, et qui est une échelle qui va évaluer l'enfant sur 4 positions, en décubitus dorsal, en décubitus ventral, assis et debout. On obtient un score brut, puis un percentile, et on va définir donc les patients qui ont un score supérieur au 10e percentile comme ayant un neurodéveloppement neuromoteur normal, et ceux qui ont un score inférieur au 10e percentile comme ayant un retard neuromoteur. Donc, ce qu'on peut observer d'ores et déjà, c'est que si on se situe avant la chirurgie, eh bien, on observe déjà une augmentation du NSE avant la chirurgie chez les nouveau-nés comparé aux normes néonatales. Vous voyez ici en rouge les normes néonatales de NSE, et on voit ici que d'ores et déjà, avant toute chirurgie, on a chez le nouveau-né avec malformation cardiaque complexe une augmentation de la NSE.
Donc, ce qui nous porte à penser qu'il y a un réel, ça vous le savez, mais au moins c'est un biomarqueur quantitatif, un impact de cette cardiopathie au niveau cellulaire avec un stress neuronal. On n'avait pas du tout de différence au niveau du S100B. Vous voyez qu'il n'y a pas d'atteinte gliale et que le taux est similaire aux normes néonatales. Ensuite, on a comparé les taux de NSE entre les nourrissons à 4 mois qui avaient un développement neuromoteur normal et ceux qui avaient un retard neuromoteur. Et ce qu'on a pu observer, eh bien, c'est que là encore, le NSE pré-chirurgical était plus élevé chez les nourrissons à 4 mois avec retard neuromoteur. Donc là encore, un impact de cette cardiopathie prénatale et aucun autre biomarqueur aux autres temps, post-chirurgie, J1, J3, J7, n'était augmenté chez les nourrissons à 4 mois avec retard neuromoteur. Ensuite, on a regardé donc, spécifiquement chez les nourrissons avec transposition des gros vaisseaux, donc cette cardiopathie qui est vraiment prépondérante, qui est très fréquente. On a regardé quels étaient les biomarqueurs qui étaient augmentés, là encore, chez les nourrissons avec retard neuromoteur à 4 mois. Et là, on retrouve une tendance pour le NSE pré-chirurgical et là, une émergence du S100B à J3, donc qui est très nettement augmenté. Donc, ce qui nous permet finalement de faire émerger deux mécanismes explicatifs de ce retard neuromoteur. Le premier, donc, avec l'augmentation du NSE pré-chirurgical qui serait lié à un stress neuronal. Et chez la transposition des gros vaisseaux, ajouté à ce stress neuronal, eh bien, on a également l'impact de la chirurgie avec le CIRS, qui est le syndrome inflammatoire systémique qui est vraiment induit par la circulation extracorporelle et la chirurgie et qui induit également, en ce contexte chirurgical, une rupture de la barrière hémato-encéphalique. Et donc l'augmentation de S100B est vraiment un témoin de cette rupture de la barrière hémato-encéphalique post-opératoire. Donc deux mécanismes. Un anténatal avec l'impact de la cardiopathie sur le neurodéveloppement précoce et également l'impact de la chirurgie. Donc un modèle équilibré, mais qui laisse quand même émerger une place importante aux conséquences anténatales. Ensuite, donc, on s'est focusé sur le NSE pré-chirurgical et ce NSE, donc, sur l'ensemble de la cohorte, permet tout de même de prédire 80% des scores neuromoteurs à 4 mois avec un seuil à 29,5 nanogrammes par ml. Donc, bien sûr, ça demande des validations et des études futures, mais au moins, on a quand même réussi à définir un seuil pathologique à partir duquel, eh bien, on avait effectivement une probabilité augmentée de retard neuromoteur à 4 mois. Donc, on a réalisé une analyse multivariée avec donc étude de l'ensemble des variables, l'ensemble des neurobiomarqueurs, des facteurs intrinsèques à la chirurgie, et on a retrouvé vraiment uniquement ce NSE pré-chirurgical et le S100B. Et ensuite, on s'est intéressé ensuite sur ce modèle multivarié au sein des nouveau-nés porteurs de transposition des gros vaisseaux, aux autres variables qui pourraient influencer donc le score neuromoteur. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'âge de la chirurgie était un élément extrêmement important. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la précocité de la chirurgie était associée à une augmentation plus importante du taux de S100B et à une augmentation plus importante également des microbleeds. Les microbleeds qui sont ces lésions vasculaires millimétriques qu'on voit sur les séquences de susceptibilité magnétique, qu'on rapportait donc à la chirurgie, eh bien, effectivement, la précocité de la chirurgie reflète quand même des éléments de vulnérabilité avec une réaction gliale plus importante, possiblement une rupture de la barrière hémato-encéphalique plus importante. Donc, c'était des éléments que on aurait pu donc penser plutôt négatifs sur l'impact que ça aurait pu avoir sur le développement neuromoteur, mais on a quand même trouvé une corrélation positive entre une chirurgie plus précoce et un développement neuromoteur amélioré. Donc, une chirurgie plus précoce serait associée à un meilleur outcome neuromoteur à 4 mois. Alors, on a pu également, au sein de la cohorte, s'intéresser plus particulièrement aux différentes positions du AIMS, donc cette échelle qui permet d'évaluer la motricité fonctionnelle. Et on a évalué en fait les différences sur les 4 positions. Et ce qu'on a pu donc identifier, c'est que les nourrissons
avec et sans retard neuromoteur, eh bien leur score différenciait vraiment au niveau du décubitus ventral. Cette position influence très très fortement le score de Ames, ce qui effectivement valide nos travaux antérieurs. En 2017, on avait effectivement publié avec l'équipe de Montréal sur l'importance de cette position ventrale, l'importance de ces performances du nourrisson à 4 mois. Et on avait retrouvé justement une corrélation positive. Les performances du nourrisson à 4 mois prédisaient l'âge de la marche. Voilà. Et donc là, on voit que effectivement, ceux qui ont un retard neuromoteur, eh bien, ils ont de moins bonnes performances en décubitus ventral dans notre cohorte. Donc, ce qui confirme également notre position, parce que nous, on donne beaucoup de conseils très précoces d'autorééducation, et on conseille les parents, on fait un coaching en fait de posturation précoce sur le ventre, au moins 1 heure par jour en fractionné, pour vraiment favoriser et améliorer le développement neuromoteur précoce. Donc, en conclusion, l'étude de ces biomarqueurs a vraiment... c'est une étude, ce sont des résultats préliminaires qui nécessitent une validation sur une cohorte avec un N plus large, mais en tout cas, l'augmentation de ces marqueurs en préchirurgie vraiment donne une place plus prépondérante à l'impact de la cardiopathie dès l'anténatal sur le neurodéveloppement, le fait que cette cardiopathie induise un stress fœtal et donc réduise quand même l'impact de la chirurgie sur la trajectoire. Cette étude doit se poursuivre par une analyse en sous-groupe, on le voit. C'est vrai que la transposition des gros vaisseaux est une cardiopathie majeure, et donc on souhaite vraiment poursuivre en affinant les biomarqueurs au sein de cette population. Et également de futures études pour pouvoir analyser ce pouvoir prédictif à différents âges. Poursuivre à 4 mois, on est extrêmement tôt, donc poursuivre l'analyse et étudier la corrélation entre ces biomarqueurs et le outcome à 2 ans au niveau moteur, cognitif, langagier, en réalisant une échelle de Bayley. Également à 6 ans, l'impact entre, le lien entre ces biomarqueurs et puis le développement cognitif. Et à l'âge adulte, on peut imaginer peut-être un lien entre ces biomarqueurs et l'émergence de troubles anxio-dépressifs futurs. Voilà. Et je remercie toute l'équipe qui a participé à ce travail. Merci.